Ok, donc dans cette vidéo, on va présenter l'exercice 3 du chapitre 5, donc sur la cinétique, c'est le bras de robot. Le bras de robot fonctionne assez simplement, en fait vous allez avoir trois solides. Le solide bleu, ici ça va être votre bâti, ici qui va être en liaison pivot avec le solide 1. Vous avez une première rotation qui va se faire autour de cet axe ici. Cet axe, c'est l'axe Z1, Z 0,1, puisqu'en fait le Z appartient aussi bien au repère 0, le bâti, que au solide 1 ici en rouge. Donc il appartient aux deux bases, 0 et 1. Ensuite, vous allez avoir une deuxième pivot. Cette deuxième pivot, elle a pour axe ici un axe qui est sortant par rapport au tableau. Il est perpendiculaire au tableau. Voilà, il vient vers vous, ce que je vais représenter dans le plan du tableau. Donc vous allez avoir cette liaison pivot qui va se faire comme ça, entre le solide rouge, le solide 1, et le bras 2 ici, qui est dessiné en vert, paramétré par l'angle θ. Et ici, donc, l'axe du solide 2, ici, ça va être Z2. Vous allez donc avoir l'angle θ entre le solide 1 ici, Z1, et Z2 ici. Le solide vert, c'est l'ensemble du bras et de l'haltère qui est attrapé par le robot. Ici. Par contre, en termes de masse, il faut bien lire le sujet, en termes de masse, seul l'haltère a du poids. C'est-à-dire, vous avez cette partie-là qui a pour masse M et cette partie-là qui a pour masse M. Donc l'haltère a pour masse 2M ici. Et l'ensemble du bras, pas de masse. Donc une petite vidéo, une petite animation là ici pour bien comprendre comment ça fonctionne. Voilà, c'est plus simple. Donc voilà, donc on a fait une petite modélisation SolidWorks. Vous allez retrouver donc en bleu notre bâti 0. En rouge, vous allez avoir le bras numéro 1 qui va tourner avec l'axe vertical ici. Voilà, là qui est représenté par le trait d'axe ici, qui va être donc notre Z0, Z1 ici. Il est commun à rouge et à bleu. Et ensuite, vous allez avoir une deuxième rotation entre rouge et vert ici, qui va se faire par le centre de cette pivot là, cylindre sur cylindre ici. Donc là, on le voit bien, là, quand je vais faire tourner vert, ici. Voilà. Et l'axe de la pivot, c'est l'axe ici, qui va être tournant, qui est associé à rouge et à vert, simultanément. Donc évidemment, on ne s'est pas posé dans les questions, mais moi ce que je vous conseille évidemment, c'est de représenter les changements de base. Les changements de base, pour rappel, je fais toujours le même schéma, avec donc du coup en bleu l'élément fixe, en rouge ça va être l'élément mobile, donc je vais représenter l'élément mobile par rapport à l'élément fixe. Donc la rotation va se faire dans le sens trigonométrique de représentation, avec ici en point le vecteur sortant. Et pareil pour le deuxième, donc ça va être la rotation entre rouge et vert ici. Donc rouge va être considéré fixe dans ce changement de repère ici, et vert va être considéré comme mobile. Toujours, je vous conseille toujours de représenter comme ça ici vos changements de base, à savoir dans le sens trigo avec le vecteur sortant. Pourquoi? Parce qu'après c'est extrêmement simple. Ici je vais placer les axes des deux pivots qu'on vient de voir dans l'animation juste avant et que l'on peut voir ici. Donc ici, dans la première liaison pivot, l'axe de la pivot c'est Z01 ici. C'est un vecteur. Donc derrière le Z, je vais retrouver naturellement le X. Bah oui, parce qu'effectivement, c'est X, Y, Z, X, Y, Z. Ça, c'est le sens de lecture positif. Donc dans le sens de lecture positive, derrière un Z, je trouve un X. Donc derrière l'axe Z, je vais trouver ici l'axe X. Bleu, c'est la base 0. Derrière le X, je vais trouver le Y 0. Et là ici, je vais faire pareil. Derrière le X0, je vais trouver le X1. Et ici, je vais avoir le Y1. Ici, je tourne, désolé, j'avais zappé, je tourne, le paramètre c'est alpha, ici, pour celui-ci. Et ça va être représenté par contre le alpha point, oméga là, pour nous ça correspond au alpha point. Et donc la deuxième liaison pivot ici, qui est représentée là, qui va être représentée par changement de base, c'est la pivot qui passe par le point A et qui a pour axe Y1, qui est perpendiculaire ici. Donc ici, je vais avoir l'axe Y1. Le Y1, attention, il va être commun aux deux ici. Donc le Y1, c'est aussi le Y2. Derrière le Y, je vais retrouver le Z. Donc derrière le Y, je vais retrouver le Z. En rouge, c'est la base 1. Z1. Derrière le Z, je vais retrouver le X. Ici. Z1, c'est aussi Z0. Il est commun, puisque c'est l'axe de la pivot ici. Tiens, d'ailleurs, le Y1 que je retrouve ici, c'est aussi le Y2. Ici. Puisque c'est l'axe de la pivot. Et puis après, donc pour mon vert ici, derrière le Y, je vais retrouver le Z. Donc en vert, c'est la base 2. Derrière le Z, je vais retrouver le X, X2. Et je tourne ici en θ. Voilà.
Ça va être pour les calculs de vitesse et d'accélération, quand je vais devoir faire mes dérivés de vecteurs. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que je vais pouvoir tout de suite rajouter, ici je le sais, ça va représenter ce schéma, la vitesse de rotation entre 1 et 0. C'est 1 qui bouge par rapport à 0. Donc là, ici, je vais avoir du alpha point autour de l'axe Z01. Le alpha point, c'est le oméga. Donc on peut aussi l'écrire sous cette forme-là. Les deux écritures sont bonnes. Et puis pour lui ici, ça va être la rotation entre le solide 2 qui bouge par rapport au solide 1 que je vais considérer comme fixe. Et ici, je vais tourner en θ. Donc je vais avoir du θ point autour de quel axe? Y1, 2. Ici. Voilà, je n'ai pas d'autre écriture proposée dans mon sujet ici pour remplacer le θ point. Donc je vais le laisser comme ça. Voilà pour le paramétrage. Alors dans la première question, en fait on demande d'écrire, enfin de retrouver les moments d'inertie associés à l'altère. Alors déjà on va essayer de comprendre ce qui se passe. Donc l'altère, ici, il est associé au solide 2 ici, et on a dit que le solide 2 était sans masse. Donc en fait, quand on va calculer le moment d'inertie, les moments d'inertie ou la matrice d'inertie de l'altère, ça revient à retrouver en fait les moments d'inertie liés simplement aux deux masses M qui sont ici de part et d'autre. M ici et M ici. Tout le reste étant sans masse. Alors pourquoi j'ai besoin de faire ça? Parce que derrière, je vais aller calculer des moments cinétiques pour calculer l'énergie cinétique derrière, puis plus tard, les moments dynamiques. Donc, et puis le moment cinétique, quand je vais l'écrire en G, c'est ce qu'on a vu dans le cours la semaine dernière, le moment cinétique en G de mon altère observé dans son mouvement par rapport à 0, eh oui, parce qu'effectivement, là, c'est par rapport à un repère, puisqu'effectivement, les moments cinétiques, les matrices d'inertie n'ont d'intérêt que si je bouge. Donc il me faut un repère d'observation. Donc j'observe au point G, le point G étant celui-ci, c'est le centre en fait de mon altère, le moment d'inertie de mon altère, à savoir le solide 2, et je vais l'observer par rapport au repère fixe que je n'ai pas représenté ici. Et en fait, donc, comme je suis au centre de gravité, j'ai une formule très particulière que vous avez vu dans le cours la semaine dernière, c'est la matrice d'inertie au point choisi, donc le centre de gravité, de l'altère. Alors, l'altère, c'est aussi le solide 2, donc deux manières de le voir, dans son mouvement, enfin deux manières de l'écrire, et dans son fois, le vecteur rotation de l'altère par rapport au repère d'observation, ici. Donc ça, c'est facile, c'est la rotation de 2 par rapport à 0, donc c'est la rotation de 2 par rapport à 1, plus 1 par rapport à 0. Je vais faire la somme des deux. Donc ça, je le connais. Ma seule inconnue, c'est lui. Donc moi, je cherche ce terme-là ici, réécrire la matrice d'inertie. Alors en fait, dans la première question, on va faire beaucoup plus simple, parce qu'en fait, on ne cherche que les moments d'inertie. Les moments d'inertie, c'est les diagonales. Les autres, là, que je n'ai pas notés parce que je n'en ai pas besoin dans cet exercice, ce sont les produits d'inertie, qui représentent, en aparté, là, qui représentent les bas lourds, les déséquilibres de mon système. Donc en fait, moi, j'ai besoin simplement des termes A, B et C, ici, de les retrouver. Voilà, donc là, ici, on va le faire, là, maintenant. On va regarder comment retrouver les termes A, B, C, la matrice d'inertie en G de mon solide 2, à savoir de l'altère. Alors, attention, parce que ici, là, comme je travaille sur 3 repères, repère 0, repère 1 et repère 2, ici, il va falloir qu'ici, j'ai les bons indices. Donc la matrice, je vais l'écrire au point G, mais ici, est-ce que je travaille dans le repère 0, dans le repère 1 ou dans le repère 2 ici? C'est pas la même chose. Et en fait, il faut regarder ici, dans mon repérage ici, associé au solide 2 ici, donc tout ça en vert, c'est mon solide 2 ici, et j'ai mes 3 vecteurs directs, x, y, z, mon trièdre, avec le y2 qui sort ici, j'ai le z2 qui monte ici, ok, donc le y c'est lui, y sort du tableau, le z va vers l'eau, donc ça veut dire que le x va être orienté comme ça. Et je vais travailler donc du coup, ma matrice d'inertie, je vais la travailler ici, avec le formulaire de votre cours, dans le repère associé justement à mon solide. Donc ici, je vais tout écrire dans mon repère 2 pour ma matrice d'inertie ou mon moment d'inertie. Donc du coup, je vais essayer de retrouver donc, la matrice d'inertie, je vais vous faire l'exemple pour l'ensemble, la matrice d'inertie de l'ensemble de l'altère. Alors en fait, l'altère est composée de deux masses indépendantes, une masse M que je vais noter en G1 ici, puis une masse M que je noterai en G2 ici, mais en fait, je ne vais pas avoir besoin de le traiter. Je vais traiter celui-là dans un premier temps.
Et ici, vous avez une distance entre les deux qui vaut, je crois que c'est petit a la distance. Voilà, vous avez une distance petit a ici qui va de là à là ici. En fait, bah, ça c'est une sphère. C'est une masse ponctuelle, c'est comme une sphère. Donc la matrice d'inertie d'une sphère, c'est ce que vous retrouvez ici, hop, dans votre formulaire ici. La sphère est tout en bas ici. 2/5 de mr carré pour tout le monde. Je l'ai écrit en G1 et dans le repère du solide 2 ici. Sauf que c'est une masse ponctuelle. Masse ponctuelle, ça veut dire que bah, en fait, elle est minuscule et que du coup, le rayon est égal à peu près à 0. Masse ponctuelle. C'est un point. Bah, ça veut dire que si R vaut à peu près 0, bah, ça veut dire que ce terme-là vaut 0. Celui-là, R égale 0, 0. Ce terme-là vaut 0, 0. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que la matrice d'inertie en G1, elle est nulle. Bah oui, parce que c'est normal. L'expression ici, enfin, de ma matrice, c'est une distance au carré fois une masse. Donc en gros, ça va être des kilos fois des mètres au carré, ici. Mais comme le rayon est nul, la distance est nulle, la masse est compactée sur un même point, bah, vous n'avez pas d'inertie pour les rotations ici. Donc vous avez une matrice d'inertie qui est complètement nulle ici. Ok. Donc le problème, c'est que là, je vais calculer en G1 et moi, je la veux au point G ici. Bah, je vais utiliser Huygens. Donc je vais déplacer la matrice que j'ai calculée en G1, je vais la calculer en G. Ici, G1 étant le centre de gravité de la masse que j'étudiais. Et donc, je vais le déplacer en un point quelconque. G est un point quelconque pour la masse ici. Donc, de ma masse, ici, bah, c'est la matrice que je viens de calculer en son centre de gravité, donc G1, plus la matrice de déplacement. La matrice de déplacement, ben, c'est ici pour la diagonale, c'est Pythagore en fait ici. Quand je travaille suivant l'axe, donc colonne des x, colonne des y, colonne des z, ligne des x, ligne des y, ligne des z. Quand je travaille sur les x, eh ben, ça va être du y carré plus z carré. Donc les deux autres. Quand je travaille sur les y, eh ben, ça va être du x carré plus du z carré. Donc pas les y justement. Et quand je travaille sur les z, ça va être les deux autres. Donc avoir x carré plus y carré plus y carré. Voilà, c'est ce que vous avez vu il y a 2 semaines en cours. Le théorème de Huygens. Et puis après, les produits d'inertie, c'est hyper simple parce que ça va être moins la colonne des x, la ligne des y. Là, j'efface en même temps. La colonne des x, la ligne des z, moins xz. La colonne des y, la ligne des z avec le moins devant. Et après, c'est complètement symétrique de par cette diagonale ici. Donc ce qui est ici, je le retrouve là, normal, parce que j'ai y et x ici. Donc c'est la même chose que x et y. Donc moins x, y, je reporte, moins x, z, et moins y, z ici. Voilà, donc ça c'est votre matrice de déplacement. Déplacement de quoi? Bah de la distance, qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? De la distance entre ces deux points qui sont ici. Donc le vecteur GG1. C'est les informations que je vais mettre dans cette matrice. Ce sont les x, y, z qui vont là-dedans. Exprimé dans quelle base? La base de mon solide, donc ici, dans la base 2 ici. Il faut que je travaille dans la base 2. Dans la base 2 ici, pour aller de G, alors par contre j'ai fait quoi? GG1, je vais l'écrire comme ça, de G vers G1 ici, c'est ce vecteur qui va dans le sens moins x2, donc j'ai moins A, 0, 0, dans la base 2, ici. Donc ça c'est moins A, dans la base 2, moins A, x2. Donc ça veut dire qu'ici, tous mes y et mes z valent 0. Donc y vaut 0, donc ça va faire un 0. Z vaut 0, ça vaut 0. Ça vaut 0, 0, 0, 0. Il me reste que la diagonale. Et là ici, j'ai que les x. Donc ça, y et z carré, 0. X carré, ah, là ici, ce terme-là va rester. Par contre, lui, 0. X carré va rester et lui, 0. Donc finalement, ici, donc ça va être égal à... Ah, et puis lui... On n'oublie pas, hein, la matrice en G1, ici de M, on avait dit que c'était égal à 0 aussi, parce qu'effectivement, ma masse était ponctuelle. Donc ici, ma matrice en G, ici, je vais avoir quoi? Bilan des choses. J'ai oublié le M qui est devant, il ne faut pas que je l'oublie, lui, la masse, fois 0, 0, 0. Ici, je vais avoir le x au carré, donc je vais avoir du a carré, 0,
a carré, 0, 0, 0, et là du a carré. Ce qui veut dire que je vais avoir du 0, 0, 0, 0, m a carré, 0, m a carré. Tout ça écrit dans la base 2. Alors même mieux, c'est en G. Je vais l'écrire correctement. Parce que là, je suis en train de l'étudier en G. En G dans la base 2. En G dans la base 2. Ici. Donc si je reprends ce travail ici, hop, donc ma matrice en G, hop là, ma matrice donc en G de lui là, je vais avoir donc du 0, 0, 0, 0, m a carré, 0, 0, 0, m a carré, en G dans la base 2. Et si je fais pareil pour la deuxième masse ici, je vais avoir exactement la même chose. Parce qu'ici, j'ai la même distance ici. Alors mon vecteur va partir dans l'autre sens. Au lieu d'avoir moins a ici, je vais avoir plus a. Mais comme les termes sont au carré, bah, je vais retrouver exactement la même chose. Donc ici, celle-ci, alors si je l'appelle ici M1 pour le premier, bah, ça va être égal aussi à la matrice en G de la deuxième masse ici. Elles sont égales. Donc finalement, ce que je recherchais, moi, bah, c'était la matrice en G de l'ensemble de l'altère, à savoir, ça va être la matrice en G de M1 plus la matrice en G de M2 ici, donc, qui sont identiques. Donc en fait, c'est 2 fois ça. Donc si je me le réécris, je vais donc avoir égal 0, 0, 0, 0, 2 fois m a carré, 0, 0, 2, m a carré, ici, en G, et dans la base 2. Donc ce qui veut dire que quand j'avais écrit ma matrice ici, en diagonale, si je les retrouve, ce terme-là vaut 0, mais ça c'était le moment d'inertie suivant l'axe G, X de mon solide 2. Lui, c'est le moment, le deuxième, c'est le moment d'inertie autour de l'axe passant par G et suivant Y. Donc c'est suivant autour de l'axe GY dans la base 2. Et le dernier, là ici, lui, c'est le moment d'inertie au point G autour de l'axe Z du solide 2. Les produits d'inertie étant tous égaux à 0, écrit en G dans la base 2. Alors, pour info, moment d'inertie GY dans la base 2, ça veut dire quoi ça? Il faut bien comprendre sa notation. Et bien ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, quand je vais regarder, alors le plus simple pour vous montrer dans ce plan-là, c'est de prendre GZ ici, alors c'est GZ2 puisque c'est autour de l'axe 2 ici là, et bien c'est le moment d'inertie que je vais avoir quand je regarde autour de l'axe GZ. Donc cet axe GZ c'est celui-ci. Quand je vais tourner autour de cet axe-là, quel est le moment d'inertie? À savoir quelle est la masse fois sa distance au carré. Ben, c'est simple, j'ai la masse fois la distance au carré, donc c'est m fois a carré, parce que c'est des masses ponctuelles. Et pareil de l'autre côté. Donc ici, c'est égal à 2 fois la masse fois la distance au carré. Ici. Donc ça, c'est quand je vais tourner autour de la GZ2. Et puis là, ça va être pareil, puisque Y est ici. Ben ça va être quand je vais tourner autour de cet axe-là. Ben je vois la même chose, exactement. Par contre, qui est hyper intéressant, si je regarde GX2, autour de l'axe GX2, c'est égal à 0. Évidemment, puisque l'axe étant celui-ci, les masses sont sur l'axe, puisque ce sont des masses ponctuelles. Comme les masses sont sur l'axe, je n'ai pas de distance au carré, ici. Donc je n'ai pas d'inertie sur mes solides. Voilà pour la première question. Donc dans la question 2, je vais calculer le moment cinétique au point G de mon haltère dans son mouvement par rapport au repère fixe. Alors ça s'écrit comment ça? Ici, alors ça ressemble, effectivement c'est la même lettre, c'est le sigma pour les contraintes. On l'utilise aussi pour le moment cinétique. Donc je vais calculer au point G de mon haltère dans son mouvement
par rapport au bâti fixe. Alors comme G, c'est le centre de gravité de mon haltère, dans mes formules que vous allez retrouver ici, dans le tableau de synthèse ici, donc ce tableau-là, il faut bien le connaître par cœur. Moi, je vais travailler sur la colonne qui est ici, qui va être la colonne où je vais travailler uniquement au centre de gravité. Donc au centre de gravité, j'ai une formule qui est extrêmement simple, qui va me dire, comme je calcule mon moment cinétique au centre de gravité, ça va être la matrice d'inertie au centre de gravité du solide étudié, donc l'haltère, fois le vecteur rotation que je suis en train d'étudier de l'haltère par rapport au bâti fixe. Alors, si vous n'êtes pas habitué avec le H ici, puisque là on travaille sur des repères numérotés, c'est la même chose que de dire le moment cinétique au point G de mon solide 2 dans ce mouvement par rapport à 0, ici. Puisque l'haltère est associé au solide 2, et le seul qui est de la masse, du poids, c'est l'haltère. Le solide 2, là, le bras de robot, n'ayant pas de masse, il ne va pas rentrer en compte justement dans la matrice d'inertie. Donc en G du solide 2, le solide 2 c'est l'haltère, et dans son mouvement de 2 par rapport à 0. Voilà, vous l'écrivez de la manière dont vous voulez. Donc je vais faire le produit simplement entre ces deux informations. Ça, je viens de le calculer, donc la matrice d'inertie, je viens de la calculer dans la question précédente. Et là, j'ai mon vecteur rotation que j'ai retrouvé ici. Donc là, comme j'ai oméga de 1 par rapport à 0, c'est du alpha point autour de Z01. Oméga de 2 par rapport à 1, c'est du θ point autour de Y12. La rotation de 2 par rapport à 0, c'est la rotation de 2 par rapport à 1, plus la rotation de 1 par rapport à 0. Donc je vais avoir du θ point Y12 plus alpha point Z01. Attention, ils ne sont pas dans la même base. Enfin si, ils ont une base commune qui est la base 1. Donc ça veut dire que si je veux l'écrire sous forme de colonne, j'ai très bien le droit de l'écrire sous cette forme-là. 0, θ point, alpha point. Mais ça c'est vrai uniquement quand je vais utiliser Y1 et Z1. Donc ça c'est dans la base 1. Si je veux l'écrire sous forme de colonne, il faut que je précise le nom de la base. Et la base commune ici, c'est la base 1. Voilà. Donc moi je vais faire mon produit ici, voilà, entre les deux. Donc moi je vais garder que cette partie-là ici. Tout le reste, j'en ai plus besoin. Tac. Voilà. Donc oméga de 2 par rapport à 0, c'est donc du alpha point Z01 plus θ point Y1, 2. Voilà. Voilà, donc quand je reporte mon vecteur rotation dans mon calcul ici, donc je vais avoir la matrice d'inertie 0, 0, 0, 0, 2m carré, 0, 0, 0, 2m carré, qui représente la répartition de la masse de mon haltère. Donc là, je l'écris au point G, ici, et je n'oublie pas que mon haltère, j'ai fait son calcul. Donc ça, c'est de masse M ici, M ici. Mon haltère, lui, il est suivant Z2 ici, X2 ici, et puis perpendiculaire, ici, je vais avoir le Y2. Mon haltère, en fait, je lui ai écrit entièrement sa matrice dans la base 2 ici. Il ne faut pas que j'oublie en termes d'indice. Et mon vecteur rotation ici, je vais faire le produit avec le vecteur rotation. Mon vecteur rotation, j'ai trouvé du alpha point suivant Z1 et du θ point et 0 ici. Le problème, c'est que ici, la base commune, ici, c'est le 1. Donc là, je me retrouve avec une difficulté, parce qu'en fait, je vais avoir ma matrice qui est exprimée dans la base 2, mon vecteur qui est dans la base 1, ce qui veut dire que là, je n'ai pas le droit de faire le produit entre les deux. Pour pouvoir faire le produit entre les deux, il faut que ce soit des vecteurs ou des matrices, il faut que les vecteurs ou matrices soient dans la même base. Deux solutions, soit vous déplacez votre matrice dans la base 1, mais ça, c'est relativement compliqué. Il y a une solution beaucoup plus simple, c'est de déplacer ici votre vecteur directement dans la base 2. Et ça, c'est très simple, vous l'avez fait déjà au premier semestre, on l'a fait plusieurs fois déjà au deuxième semestre. Alors, c'est d'autant plus simple que Y2, lui, il est déjà dans la base 2 ici. Là. Donc j'ai juste mon Z1 qu'il va falloir déplacer dans la base 2. Mon Z1 est ici, Z1, je vais le projeter ici et là.
dans la base 2. Ce qui veut dire que Z1 serait égal à donc du cos θ suivant Z2 moins, puisque là je vais partir en sens inverse, moins sinus θ suivant x2. Et donc mon vecteur rotation oméga de 2 par rapport à 0 va donc s'écrire, donc le θ lui, il est déjà suivant y2, et le alpha point, je vais avoir du moins alpha point sinus θ suivant x2, donc j'ai le alpha point moins sinus θ suivant x2, et le alpha point fois le cos θ, ici, suivant z2. Donc là, je vais avoir mon vecteur rotation qui, ce coup-ci, va être dans la base 2. Et là, donc, je vais remplacer ici, parce que j'ai trouvé ici, ici. Donc là, je vais avoir du moins alpha point sinus θ, θ point point, et alpha point cos θ. Et maintenant, ça marche nickel, puisqu'ici, j'ai les deux, la matrice et mon vecteur, qui sont dans la même base. Et là, maintenant, je peux faire mon opération entre les deux. Alors, comment je fais le produit entre les deux? Je vérifie que je n'ai pas fait d'erreur. Donc ça, c'est bon, c'est bien. Suivant y, ok, ça marche. Pour faire le produit, en fait, c'est 3 produits scalaires. Puisqu'en fait, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je les ai écrits en décalé comme ça, pour justement que ce soit plus simple en termes d'écriture. Ici, mon résultat, je vais l'écrire ici. Et ben, ça va être le produit entre cette partie-là et cette partie-là. Donc, je vais faire ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Et je vais l'écrire ici. Donc là, ici, j'ai 0 fois ça, ça fait 0, plus 0 fois ça, ça fait 0, plus 0 fois ça, ça fait 0. Donc le premier terme sera nul. Le deuxième terme, je vais faire cette ligne-là, le produit scalaire entre les deux qui sont ici. Donc ça va être ça fois ça fait 0. Ça fois ça, là, il va y avoir quelque chose. 2ma carré fois θ point. Et ça fois ça fait 0. Et puis le dernier terme, hop, je vais faire en bleu, je vais changer ma couleur. Donc cette partie-là, comme ça, je vais travailler. Donc je vais avoir ça fois ça fait 0. 0 fois θ point carré, ça fait 0. Et ça fois ça va me faire 2ma carré fois alpha point cos θ. Et ce résultat, évidemment, il est dans la base commune aux deux, il est dans la base 2. Ce qui veut dire que mon résultat est égal à quoi? Je vais avoir du 2ma carré fois θ point suivant y2. Le y2, c'est aussi le y1, plus 2ma carré alpha point cos θ suivant z2. Et le z2, le z2, il est tout seul, comme ça. Je peux factoriser éventuellement par le 2ma carré θ point y de 1 plus alpha point cos θ z2. Alors pour la question 3, je cherche le moment cinétique au point A de mon haltère dans son mouvement par rapport à 0. En fait, ici, je l'ai calculé au point G et maintenant, je vais passer au point A. On les appelle le moment cinétique, exactement comme les moments des forces qu'on a fait au premier semestre. Donc ça veut dire quoi? Ici, pour déplacer un moment au premier semestre, les moments des forces, on utilisait la formule de Varignon. Et ici, ça va être exactement la même chose. Quand j'écris mon torseur cinétique, ici dans le mouvement de l'haltère par rapport à 0, si je l'écris par exemple au point G, tel que je l'avais, ça va être donc ma résultante, qui est invariable, c'est la masse, attention, parce que dans mon haltère, j'ai deux masses ponctuelles, donc 2m, fois la vitesse de G appartenant H par rapport à 0, la vitesse en G, ça c'est ma résultante, et je vais le multiplier, et puis le moment, c'est le moment cinétique, en G, de mon haltère par rapport à 0. Voilà. Donc ça c'est ma résultante de mon torseur, et puis ça c'est le moment. Quand j'utilise la formule de Varignon, donc à savoir le moment en A, je vais m'appuyer sur un moment que je connais déjà en un autre point, ici, donc c'est la formule de Bavard, quand je faisais Bavard, avec les forces, c'est le moment en A de ma force, est égal au moment en B de ma force, plus AB, vectoriel, la résultante, ici. Donc ma résultante, en l'occurrence, c'est la force, ici.
Donc là, je vais faire exactement la même chose. Je prends donc du coup le moment A, bah, c'est le moment que je connais en G, le moment en G de H par rapport à 0, plus la distance entre les deux, AG vectorielle, la résultante de ce torseur, c'est ce que j'ai ici, donc c'est 2m fois la vitesse de G appartenant à H, et observez par rapport à 0. Voilà. Voilà comment le retrouver simplement. Et ça, c'est ce que vous retrouvez encore une fois ici dans votre travail de synthèse. C'est la formule qui vous permet d'aller d'un moment au centre de gravité vers le moment où on a un point inconnu ici. Et donc c'est cette formule qui est la formule numéro 4. Vous la retrouvez ici. Bah, c'est tout simplement la formule de Varignon. Alors vous faites pas piéger parce que le M ici, la masse, pour nous, comme on travaille sur l'altère, lui vaut M, lui vaut M. Donc la masse de l'altère, c'est 2M. Le 2 qui est ici, c'est souvent une erreur que vous faites. Alors donc du coup là ici, moi je connais donc du coup le moment cinétique en G. Je connais la distance à G dans ma géométrie. 2M c'est donné par sujet, donc la seule chose qui me reste à calculer, c'est cette vitesse-là. Alors je l'ai souligné en G, en vert, pardon, parce qu'en fait la question que je me pose, c'est est-ce que le point G appartient à mon altère? Oui, le point G, c'est le centre de gravité de l'altère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je vais avoir le droit de faire un calcul par dérivée. Donc ça veut dire que le calcul de la vitesse de G appartenant à H par rapport à 0, je vais pouvoir le calculer par une dérivée. Quel est le vecteur position que je vais dériver? Eh bien, il faut que je prenne un point fixe dans mon repère d'observation. Donc comme j'observe par rapport à 0, le point fixe, c'est O. Donc je vais pouvoir dériver le vecteur OG. O est bien fixe par rapport au repère 0. Pas seulement, puisqu'en fait, si je regarde la cinématique, ben, je vais tourner autour de cet axe-là. Donc le point A, lui, il va tourner sur lui-même. Il ne va pas bouger par rapport au repère fixe ici. Donc en fait, je vais aussi pouvoir écrire la dérivée de AG sur dt par rapport à 0. Ce qui me fait, donc du coup, le vecteur AG, c'est L suivant Z2. Donc ça va faire du d sur dt de L Z2 par rapport à 0. L étant une constante, je peux le sortir. Donc ça va nous faire du L dérivé de Z2 sur dt par rapport à 0. Oula, pardon, égal. Donc ça fait du L oméga de 2 par rapport à 0 vectoriel Z2. Alors ici, je vais essayer pour faire mon produit vectoriel, pour pouvoir que le produit se fasse correctement, il faut que tout le monde soit dans la même base. Ça tombe bien parce que dans la question précédente, j'avais déjà écrit ce vecteur-là dans la base 2. Ce qui va me donner donc du coup du L, la rotation de 2 par rapport à 0, je me le suis noté ici. Hop là, donc ça nous fait du alpha point cos θ suivant Z2 moins alpha point sinus θ suivant x2 plus θ point y12. Le tout vectoriel Z2. Pour rappel, x vectoriel x, ça donne 0. X vectoriel y, dans le sens trigo, bah, ça va donner le troisième en plus, ici. Si je fais z vectoriel y par exemple, z, y, ça va donner le troisième axe, x, et comme je pars dans le sens horaire, de z vers y, ça va me donner un moins. Voilà, c'est comment je travaille avec mes produits vectoriels. C'est pour ça que je l'ai écrit sous forme de ligne, puisqu'en fait, z vectoriel z, ça veut dire que ce terme-là va disparaître. Parce que z vectoriel z. Par contre, je vais garder les autres. Donc je vais avoir du L facteur de alpha point sinus θ, x vectoriel z, de x vers z, je pars dans le sens négatif, donc le moins devient plus ici. X z, ça va me donner donc du coup du y2. Et puis l'autre produit vectoriel, ça, donc je vais avoir du plus θ point, y vers z, y vectoriel z, je vais dans le sens trigo, donc ça va bien me donner du x. x2 ici. Voilà. Voilà votre vitesse. Ici, vous avez deux rotations, deux mouvements. Vous avez ce mouvement ici, là, et vous avez la rotation ici. Donc le alpha point et le θ point que je retrouve ici. Et puis mon bras de levier, la distance L ici. Le L alpha point sinus θ, suivant y2,
mon Y2 il vient vers moi, c'est cette rotation quand je tourne comme ça, le rayon de ma trajectoire, il est ici. Ici. Donc cette rotation ici, là, ce terme-là, bah, le L alpha point sinus 2, c'est la rotation en alpha point, ici. L sinus θ, ça vaut L. Le θ, il est ici. Donc le L sinus θ, c'est le rayon de ma trajectoire que j'ai ici. Quand ma vitesse, c'est que la vitesse de rotation ici. Par contre, la vitesse de rotation en θ, ici, c'est cette rotation-là. C'est quand je vais changer de couleur pour le représenter. Ça va être une rotation qui va être comme ça. Ici, donc ma vitesse va partir comme ça, cette composante. Donc le rayon, c'est L. Et puis je vais tourner en θ point. L, θ point, voilà, c'est une rotation, tout ce qu'il y a de plus simple, avec un centre. Ici, il n'y a pas de projection. Voilà, c'est les choses qu'on a travaillées dans la première partie sur la cinématique, dans le chapitre 2 et 3. Voilà. Alors pour calculer ma vitesse, celle que je viens de calculer, j'ai gardé mon résultat en bas, mais en fait vous aviez une deuxième manière de le faire, hein, c'est utiliser effectivement les outils torseurs avec la formule de Varignon. La vitesse en un point, c'est la vitesse en un autre point, plus la distance vectorielle de la résultante. Et bien ici, est-ce que je connais un autre point ici dont la vitesse serait connue? Oui, en A, parce que si je l'écris en A, vitesse en A de h par rapport à 0, la vitesse en A, appartenant à vert, et observé par rapport à 0, c'est un point fixe. Il tourne autour de son axe ici, donc le point va être immobile ici, par rapport à 0. Ce qui veut dire que ça va être une vitesse nulle. Donc ça, c'est super de passer par ce point-là, au centre de rotation, ça va simplifier mes calculs. Plus, bah, du coup, GA vectoriel, ma vitesse de rotation, qui est ma résultante. La rotation, alors c'est de h par rapport à 0, mais h par rapport à 0, c'est la même chose que la rotation de 2 par rapport à 0. Ce qui va me donner, donc du coup, vecteur GA, ça fait du moins L Z2 vectoriel, bah, oméga de 2 par rapport à 0, c'est ce qu'on a écrit tout à l'heure. Ça, c'est exactement la même écriture que ce qu'on vient de faire dans la partie dérivée, et vous allez retomber sur exactement le même résultat. Deux manières de faire, puisque le solide appartient bien le point appartient bien au solide, par dérivée, et deuxième méthode qui fonctionne tout le temps ici, par les formules de Varignon. Voilà, donc du coup, il ne me reste plus qu'à assembler les informations que je viens déjà de calculer. Donc, le moment cinétique en H égale le moment cinétique en G plus AG vectoriel 2m, donc la masse, fois la vitesse du centre de gravité. Donc ça, c'est ma formule pour le calcul. Donc c'est la formule de Varignon pour le calcul dans un point quelconque. Le moment cinétique en G, je l'avais calculé dans la question précédente. Je l'ai reporté ici, hein, c'est ce qui était là, je l'ai reporté là. La distance AG, c'est L suivant Z2. Donc L suivant X, Y, Z2. Donc ça, c'est Z2. Vectoriel, la masse, qui vaut 2m, puisque j'ai deux masses ponctuelles. Et la vitesse que j'avais calculée avant, que j'ai écrit sous forme de colonne ici, pour pouvoir faire mon produit vectoriel. Pour pouvoir faire le produit vectoriel entre les deux, attention, je valide bien qu'ils soient dans la même base. S'ils ne sont pas dans la même base, il faut que je projette l'un des deux dans la base de l'autre. Donc là, en l'occurrence, j'ai tout travaillé dans la base 2, donc c'est facile, je peux faire mon produit vectoriel. Ce qui me donne comme résultat, donc oui, j'ai plus qu'à le recopier, 2m à carré θ point, 2m à carré alpha point cos θ, dans la base 2, plus, là je vais faire mon produit vectoriel entre les deux, donc je commence par les x, 0 fois 0, 0, moins, ça fois ça, donc je vais avoir du L carré, alpha point, sinus θ. Ensuite, sur les y, je vais avoir ça fois ça, donc ça va me faire du L carré, θ point. Voilà, je suis en train d'oublier le 2m ici, et le 2m ici, parce que là, il ne faut pas que je l'oublie. Hein. C'est 2m L θ point, et 2m L alpha point sinus θ, et 2m fois 0 ici. Donc du coup, je suis en train de faire les y, donc j'ai ça fois ça, ce que j'ai écrit, moins ça fois ça. Donc ça fait 0. Et pour le dernier, bah, j'ai que des 0 ici, donc ça va disparaître. Ça fois ça fait 0, moins ça fois ça fait 0. Donc rien à écrire. Voilà. Voilà votre résultat. Vous pouvez les regrouper évidemment. Là, vous voyez qu'effectivement, il y a quelque chose qui peut être factorisé. 2m LK, j'ai quoi? J'ai 2m θ point, 2m θ point. Facteur de a carré plus l carré. C'est ce qui a été fait dans votre corrigé. Ici sur cette ligne-là, vous allez retrouver les mêmes résultats.
Alors maintenant, on va calculer, donc dans la question 4, le moment dynamique au point A. Le point A, c'est un point quelconque, contrairement au point G, qui est le centre de gravité de mon haltère. Donc, petite question stratégie ici, on n'en a peut-être pas parlé, aussi sûrement en cours. Moi, ce que je vous conseille toujours, c'est de travailler sur cette colonne-là ici, qui est la colonne sur les centres de gravité ici. Donc, on a calculé le moment cinétique au centre de gravité, et maintenant, on peut aller chercher le moment dynamique au centre de gravité. Et quand on connaît le moment dynamique au centre de gravité, ici, c'est simplement la formule de Varignon. Pour aller de là à là, c'est Varignon. Pour aller de là à là, sur les moments cinétiques, c'est aussi Varignon. Varignon sont des formules que vous connaissez déjà depuis le premier semestre. Et on l'a revu au deuxième semestre aussi. Donc, c'est des formules que vous connaissez très bien. Moi, je vous déconseille ces deux formules ici, qui sont les formules numéro 6 et 7. Ces deux formules-là, je vous les déconseille, parce qu'elles sont assez compliquées. Donc ici, moi, je vous conseille cette formule-là qu'on a vue tout à l'heure. Ici, c'est simplement une dérivée au centre de gravité. C'est ce qu'on va faire. Et puis ici, vous allez avoir simplement Varignon. Donc ici, le moment dynamique en A, ici, c'est la formule de Varignon qui permet de passer du moment dynamique en A vers le moment dynamique en G. Pour calculer le moment dynamique en G, donc ça va être la formule numéro 2. Et je vais avoir le moment dynamique en G de mon haltère observé par rapport à 0. Ça va être la dérivée du moment cinétique, toujours au centre de gravité, de mon haltère par rapport à 0. Donc ça, c'est une dérivée de vecteur que vous savez déjà faire depuis le début du semestre. C'était le premier chapitre qu'on avait fait. Donc ça, vous savez faire. Et puis pour l'accélération en G de mon haltère par rapport à 0, ce sera la dérivée de la vitesse qu'on vient de calculer tout à l'heure en h par rapport à 0. Donc encore une fois ici, une dérivée. Donc pour le calcul du moment dynamique, c'est tout simple. Vous avez deux calculs de dérivées qui sont des dérivées de vecteurs unitaires, globalement, que vous savez déjà faire. Donc du coup, pour le calcul du moment dynamique en G, c'est la dérivée du moment cinétique. Le moment cinétique, c'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc c'est la dérivée par rapport à 0. Donc ça, c'est le repère d'observation de 2m carré, facteur de θ point y12 plus alpha point cos θ. Donc je vais dériver cet ensemble. Si je dérive en cet ensemble, je vais commencer par le décomposer, sachant que 2ma carré est une constante, je n'ai pas besoin de le dériver, donc ça va me faire du 2ma carré. Donc ça, je le sors et je vais dériver ce qu'il y a dedans. Donc je vais avoir la dérivée de θ point fois y12, plus la dérivée, donc θ point fois la dérivée de y12 par rapport à 0, plus la dérivée de alpha point cos θ z2 plus alpha point la dérivée de cos θ suivant z2 et enfin la dérivée de z2, je vais mettre là ici, plus alpha point cos θ la dérivée de z2 sur dt par rapport à 0. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est relativement long, j'oublie pas ma parenthèse, mais qui sont des choses que l'on sait déjà faire depuis longtemps, puisque c'est ce qu'on faisait déjà en cinématique du point. Il y a des choses qui sont hyper simples, la dérivée de θ point, ce sera θ point point, pas besoin de faire le calcul. D de y1, je vais faire mon calcul. D de alpha point, là ici on va tourner, ça c'est alpha point, c'est oméga, et on tourne à oméga qui est constant. Donc alpha point point, ce sera égal à 0. Donc tout ce terme-là va disparaître. Ensuite, je vais avoir la dérivée de cos θ ici, et puis la dérivée de z2. Donc, la dérivée de y12, c'est la dérivée de y1 sur dt par rapport à 0. Donc ça fait du oméga de 1 par rapport à 0 vectoriel y1. La rotation de 1 par rapport à 0, donc c'est du alpha point z01 vectoriel y1, ce qui nous fait donc du moins alpha point zy, donc ça va faire du x dans le sens négatif ici, moins alpha point x1. La dérivée de cos θ, la dérivée de cos θ. Attention ici, θ est une fonction, cosinus est une fonction, donc ça va nous donner du moins θ point sinus θ. Il faut dériver et le cosinus et le θ. Souvent vous oubliez le θ point ici là. Et puis la dernière, donc c'est la dérivée de z2, dérivée de z2 sur dt par rapport à 0, c'est oméga de 2 par rapport à 0 vectoriel z2. Alors lui il est dans la base 2, donc lui on va le garder dans la base 2 comme on a l'habitude.
Donc hop, je l'avais noté ici, donc ça nous fait du moins alpha point sinus θ, θ point et du alpha point cos θ exprimé dans la base 2. Comme ça, je pourrais faire directement le produit vectoriel entre les deux. Et mon vecteur Z2, c'est 1 en Z dans la base 2. Et du coup, si je fais mon calcul, ici, c'est un produit vectoriel simple. Donc ça fait ça fois ça, donc ça va me faire du θ point ici. Ça fois ça, moins ça fois ça disparaît. Ensuite, en Y, ça va faire ça fois ça fait 0. Moins ça fois ça, moins par moins, ça fait un plus. Donc ça va me faire du plus alpha point sinus θ. Et ensuite, en Z, comme j'ai des 0 ici, ça fois 0, moins ça fois 0. Ici, je vais avoir un 0, ici, dans la base 2. Et ensuite, tout ça, je vais le remettre là-dedans dans mon calcul de dérivée. Alors, je vais nettoyer un peu tout ça. Voilà, donc j'ai juste effacé ici. Donc, ça nous fait du 2m carré, facteur de θ point y1, 2, plus θ point facteur de d2y1, il est ici. Alors, attention, j'ai un moins alpha point x1 avec les oiseaux, c'est beaucoup plus sympa. La dérivée de alpha point, c'était égal à 0, puisque alpha point est une constante. On tourne à vitesse constante grand oméga, donc tout ça, ça disparaît. Ensuite, plus alpha point, la dérivée de cos θ, on l'a ici, attention, il y a un moins qui apparaît ici aussi, moins θ point sinus θ, suivant Z2. Ici, plus alpha point cos θ. Alors je vais peut-être garder un peu d'espace parce que je vais avoir pas mal de choses. Si je veux l'écrire en ligne, plus alpha point cos θ, la dérivée de Z2, c'est θ point suivant x2, plus alpha point sinus θ, suivant y2. Je ferme ma parenthèse ici, puisque tout ça c'est facteur de 2ma carré. Très rapidement, en termes d'homogénéité, je vous conseille, là, on a des équations qui sont super lourdes, donc on va vérifier un tout petit peu en termes d'homogénéité, qu'on a bien deux dérivées à chaque fois. Donc là j'ai une accélération angulaire avec 2 points, ici j'ai une accélération angulaire avec 2 points, c'est très bien, une accélération angulaire avec 2 points, ça c'est sans unité. Ici, vu que j'ai un facteur, j'ai une accélération angulaire, et puis ici j'ai aussi une accélération angulaire, donc ça c'est très bien ici. À chaque fois, ça m'a l'air bien homogène tout ça. Donc maintenant, on va faire le calcul de l'accélération qui nous manque. Donc c'est la dérivée de la vitesse que l'on a calculée juste avant. Et ensuite, donc du coup, je remplace. Donc la vitesse, je l'avais calculée, c'était ça. Donc je vais développer mon calcul, comme on a l'habitude. Donc L, c'est une constante. Donc je ne vais pas avoir besoin de le dériver. Par contre, θ point, je vais le dériver. Dérivée de θ point fois x2 plus L θ point, la dérivée de x2 par rapport à 0, plus L c'est une constante, je ne dérive pas, la dérivée de alpha point, pas besoin de l'écrire parce qu'on sait que ça va être égal à 0, mais pour le moment je vous l'écris, sinus θ, y2, non, d'ailleurs je vais l'effacer puisque je sais tout de suite que ici ça va être égal à 0, ici ce terme-là, donc là je vais carrément pas l'écrire, ce terme-là, il va disparaître, c'est égal à 0 puisque oméga égale alpha point égale constante. Je tourne à vitesse constante dans la liaison pivot entre 0 et 1. Ça veut dire que alpha point point va être égal à 0. Donc ça, c'est une constante de la même manière que L. Donc je vais faire ma dérivée de sinus θ, dérivée de sinus θ sur dt, suivant y2, plus L alpha point sinus θ, et enfin la dérivée de y2 sur dt par rapport à 0. Alors là-dedans, qu'est-ce que je peux faire très rapidement? Très rapidement, lui, c'est θ point point, facile. La dérivée de x2, il va falloir que je le calcule, sachant que j'en ai peut-être déjà calculé un tout à l'heure. Oui, c'est celui-ci que j'ai déjà calculé, donc celui-là, il va falloir que je le calcule. La dérivée de sinus θ, ça c'est assez simple, donc c'est la dérivée de θ point, et la dérivée de sinus, qui va être donc du coup du cos θ, ce qui va vous donner θ point cos θ. J'oublie rien.
Et celui-ci, on l'a déjà calculé précédemment quand on a fait l'accélération ici. Donc si je le ressors, ça nous fait du moins alpha point x1. Parce que le x2, le y2, c'est aussi le y1. Voilà, donc finalement, je n'ai que celui-ci à calculer. Donc d de x2 sur dt par rapport à 0, c'est oméga de 2 par rapport à 0 vectoriel x2. Ce qui me donne... Alors, moins alpha point sinus θ, θ point, alpha point cos θ. Donc ça, c'est le vecteur rotation de 2 par rapport à 0 écrit dans la base 2, ce qui me permettra directement de faire mon produit vectoriel avec mon vecteur unitaire x, qui lui aussi dans la base 2. S'ils ne sont pas dans la même base, vous n'avez pas le droit de faire le produit vectoriel entre les deux. C'est pour ça que lui, je l'ai directement gardé dans son écriture dans la base 2. Il faut indiquer du coup les noms des bases ici. Ça, si vous faites ça, c'est une erreur, parce que ça veut dire que je ne sais pas dans quelle base vous allez travailler. Il faut me le dire, c'est dans la base 2, ils sont dans la même base, je peux faire le calcul. Et donc ça va être égal à, si je fais mon produit vectoriel, ça fois ça fait 0, moins ça fois ça fait 0. Ensuite en y, ça fois ça, alpha point cos θ, alpha point cos θ fois 1, moins ça fois ça fait 0. Et enfin, je vais avoir ça fois ça fait 0, moins ça fois ça, qui fait moins θ point. Toujours écrit dans la base 2. Une fois que j'ai fait ça, j'ai fini le job. J'ai plus qu'à remplacer ce que j'ai ici, là-dedans. Et puis, je vais avoir mon écriture directement. Alors, je vais vous l'écrire directement ici. Hop, ça, je peux l'effacer. Donc, ce qui va nous faire donc du L θ point x2 plus L θ point, la dérivée de x2, c'est ce que je viens de faire ici. Donc, du coup, ça va me faire du alpha point cos θ moins, suivant y dans la base 2, y2, moins ici θ point suivant z2, voilà, suivant z2, plus L alpha point θ point cos θ suivant y2, plus L alpha point sinus θ, fois alpha point, attention, il y a un moins ici qui passe là, le alpha point avec le alpha point, il passe au carré, et tout ça suivant x1 tout simplement, ici. Est-ce que c'est une accélération que je reconnais? Ah, sûrement, parce que si je regarde bien, j'ai du θ point, alpha point, cos θ, θ point, alpha point, cos θ. Celui-là, je le retrouve deux fois. Quand je l'ai deux fois avec dérivée première, ça c'est notre ami Coriolis qui apparaît ici. Ça, c'est une accélération tangentielle qui dépend de θ, une accélération centripète qui dépend de alpha et une accélération centripète qui dépend de θ. Donc si je le réécris un petit peu, ça me fait du L θ point x2, ensuite avec les θ point carré, moins L θ point carré suivant z2, accélération centripète qui dépend de θ, accélération tangentielle qui dépend de θ. Ça, c'est des résultats dont on a vraiment l'habitude. Plus 2 fois L θ point. Pourquoi 2 fois? Parce que j'ai L θ point alpha point cos θ suivant y2 que je retrouve ici. L alpha point θ point cos θ suivant y2. Je le trouve 2 fois. Ça, c'est notre ami Coriolis. Et puis à la fin, donc il va me manquer le dernier terme, moins L alpha point carré sinus θ suivant x1. Ça, c'est l'accélération centripète qui dépend de la rotation principale entre le solide 1 et le solide 0. Une fois que j'ai ça, je vais tout assembler, mon moment dynamique et mon accélération ici dans le moment dynamique en A, et vous aurez votre expression. Très longue, mais vous aurez votre expression. Je fais ça tout de suite. Alors donc, du coup, pour terminer mon calcul, là, je vous ai reporté effectivement le moment dynamique en A, en G, qu'on avait calculé, l'accélération qu'on vient de calculer ici, et donc moi ce que je cherche, c'est le moment dynamique en A, ici, c'est le moment dynamique en G, plus AG vectoriel, la masse, donc la masse de l'altère c'est 2m, je le répète, ça c'est la masse de l'altère, fois l'accélération. Ça c'est la formule
numéro dans votre formulaire, hop, que je le retrouve. Ici, c'est Varignon, hein. Ici, qui est ici, c'est celle-là. Donc, c'est la formule numéro 3. Ici. Et donc, il faut que je fasse une dernière chose, qui est le produit vectoriel entre AG et 2 fois la masse, ici. Donc, je l'ai isolé ici pour faire ce calcul-là, parce que ça, je connais déjà l'info. J'aurais plus qu'à faire une somme entre les deux. Donc, ici, AG, c'est L suivant Z2. Vectoriel 2m fois l'accélération. Donc là, j'ai réécrit ce qui est ici. Alors, j'ai factorisé le L qui est là, ici. Et donc, ce qui est dedans. Donc, faire le produit vectoriel entre les deux, ça revient à faire quoi? À faire le produit vectoriel entre Z2 et X2. Ici. Le produit vectoriel entre Z2 et Z2. Le produit vectoriel entre Z2 et Y2. Et faire le produit vectoriel entre Z2 et X1. Le produit vectoriel, c'est un opérateur qui va travailler que sur les vecteurs. Donc je ne travaille qu'avec le vecteur unitaire. Donc finalement, ça c'est hyper simple parce que ici, ils ont les mêmes indices. Donc Z2 vectoriel X2, ça va me donner du plus Y2. L'idée c'est X, Y, Z, X, Y, Z. Quand je fais mes produits vectoriels entre les deux, ZX de Z vers X part bien dans le sens positif. Z vectoriel Z, c'est le même vecteur, il est collinéaire, c'est nul. Z vectoriel Y, de Z vers Y, je pars dans le sens négatif, donc ça me fait un moins. Ça me fait le troisième, donc ça me fait du moins X2 ici. Donc ça, je vais pouvoir le remplacer là-dedans. Et ensuite, par contre, là, ici, c'est un peu compliqué parce que Z2 et X1 ne sont pas dans la même base. Donc je n'ai pas le droit de faire le produit entre les deux directement. Donc pour pouvoir faire le produit entre les deux, il faut que je fasse une projection. Soit je projette Z2 dans la base 1, soit je projette X1 dans la base 2. Comme j'ai tout déjà dans la base 2, je vais me dire que je vais finir de travailler dans la base 2, comme ça j'aurai un vecteur entier dans la base 2. Donc je vais projeter X1 dans la base 2, donc ça va me faire Z2 vectoriel. Mon X1 il est ici, donc je vais avoir une partie comme ça, une partie comme ça. Ici et là. Donc ici je vais avoir en X2, ça va me faire du cos θ. Cos θ suivant X2, plus sinus θ, celui-ci là, suivant Z2. Hop, produit vectoriel entre tout ça et ça. Donc Z2 vectoriel X2, Z vectoriel X, c'est le même que je retrouve ici, ça me fait du Y2. Donc ça va faire du cos θ Y2, cos θ Y2 avec le produit vectoriel. Et la Z2 vectoriel Z2, ça disparaît. Tout ça, je vais le remettre là-dedans. Voilà, je vais vous réécrire l'expression pour avoir l'ensemble. Et après, on aura fini. Donc voilà, donc si je fais le bilan, donc j'ai mon moment dynamique en G de H par rapport à 0 que j'avais calculé déjà précédemment. J'ai entouré en vert ce qui est dans la base X1, on va le voir après. Le moment dynamique en 1, bah, c'est le moment dynamique en G, plus AG vectoriel sa résultante, ce qu'on a calculé juste avant, ici, qui est là en rouge. Et donc tout ça, qui est ici, le moment dynamique en G, c'est ce que j'ai ici. Alors la seule différence, c'est que ici, j'ai tout exprimé dans la base 2, ici, et là j'ai le X1 qui est là, donc attention le X1. X1, c'est du cos θ, j'ai la projection ici, ça va être du cos θ suivant X2, et du sinus suivant Z2, ici. Donc mon X1 va se retrouver en X2 avec du cos θ, et en Z2 avec le sinus θ. Et attention, puisque bah, celui-ci, θ point, alpha point, il existait déjà ici. Donc je vais le retrouver deux fois ici. Donc ça, c'est votre résultat final pour le moment dynamique en A de votre alter observé dans la base 0, par rapport à 0. Et tout a été exprimé dans la base 2. Alors pour le calcul de l'énergie cinétique, la formule, ça va être, donc l'énergie cinétique de l'alter observé par rapport à 0, c'est la moitié du torseur cinématique qu'au moment du torseur cinétique. Alors là, je n'ai pas indiqué le point, parce qu'en fait, vous avez deux possibilités globalement. Soit vous l'écrivez au point G, là où on a fait tous nos calculs, pour le moment, ce qui va nous donner, quand je l'écris, donc c'est 1/2 de... ici, c'est cinématique, donc c'est la rotation de 2 par rapport à 0, puisque H, c'est aussi le solide 2. Et puis, comme je suis au point G, bah, c'est la vitesse de G de 2 par rapport à 0. Qu'au moment, le torseur cinétique, sa résultante est invariante, donc c'est la masse de m fois la vitesse au centre de gravité, vitesse en G de 2 par rapport à 0.
Et puis ici, je vais avoir le moment cinétique en G, parce que je travaille en G, de H ou 2, hein, 2 par rapport à 0. H égale 2 dans mes notations. Donc ça veut dire que là, ici, je travaille tout au point G. Mais j'ai une autre possibilité, je peux très bien l'écrire en un autre point, et vous allez voir que ça se discute justement. Le torseur cinématique en H par rapport à 0, je peux l'écrire au point A. On va voir tout de suite pourquoi au point A. Mais ce qui est important, c'est que je choisisse le même point dans mon calcul de commandement. Donc là, soit je choisis le point G, ça me donne ça, soit je choisis le point A, et que ça va me donner, donc du coup, 1/2 de torseur cinématique. Alors, pardon, justement, je vais l'écrire, je vais développer. Donc, la rotation de H par rapport à 0, c'est toujours 2 par rapport à 0. La résultante est un invariant sur le torseur. Par contre, au lieu que ce soit la vitesse en G, là, si je choisis le point A, donc c'est vitesse en A de 2 par rapport à 0. Qu'au moment, ici, donc la résultante ne change pas, donc c'est 2m vitesse de G de 2 par rapport à 0. Et ici, par contre, j'ai choisi le point A, le moment va s'écrire au point A. Voilà. Alors, je connais toutes ces informations, hein. Celui-là, c'est le vecteur rotation, je le connais. La vitesse de G, je viens de la connaître, juste de la calculer dans la question juste avant. Le moment cinétique en G, c'était la question 2. Le moment cinétique en A, c'était la question 3. Et ici, la vitesse, la vitesse, voilà, c'est ça qui m'intéresse. C'est que ici, quand je choisis de l'écrire au point A, la vitesse du point A, on l'avait dit, est une vitesse nulle. Ce qui veut dire que dans mon calcul de commandement ici, je vais avoir ce produit-là qui va exister, alors que ce produit-là va disparaître. Je ne sais pas si c'est plus simple ou moins simple, en tout cas les deux sont possibles, il y a deux stratégies. De toute manière, vous n'avez qu'un seul résultat possible, il n'y en a pas deux. Parce que si vous regardez ici, on me dit que c'est l'énergie cinétique du solide dans son mouvement. On me dit pas, que c'est l'énergie cinétique en A ou en G, on ne me dit pas de la calculer en A ou en G, c'est l'énergie cinétique de l'ensemble de l'altère, peu importe où vous allez le calculer. Donc, peu importe le point que vous allez choisir, de toute manière, il n'y a qu'un seul résultat possible. Donc là, vous choisissez le point que vous voulez. Moi, en l'occurrence, je vais travailler au point G. Donc, je vais garder ça, ici, que cette partie-là. Et les commandements, ça va être les produits entre ces deux termes-là et ces deux termes-là, des produits scalaires. Donc, je vais me retrouver avec du 1/2 de, alors si je commence par celui-ci, parce qu'il est vachement plus sympa, donc 2m, vitesse de G fois vitesse de G de 2 par rapport à 0, scalaire, vitesse de G de 2 par rapport à 0, ici, et bien ça c'est le 1/2 de mv carré. C'est l'énergie cinétique que vous connaissez en translation. 1/2 de m, la masse, fois la vitesse au carré. Ça c'est quelque chose d'extrêmement connu. Plus l'autre partie, donc 1/2 de ça fois ça. Donc ça va faire oméga de 2 par rapport à 0, scalaire, moment cinétique en G de 2 par rapport à 0. Pardon. Et ça, c'est l'énergie cinétique qui va être liée, elle, à la rotation. Donc si votre système est uniquement en translation, ça veut dire que oméga de 2 par rapport à 0 n'existe pas. Tout ça disparaît. Par contre, si votre système n'est que en rotation, ce terme-là peut disparaître. Pas forcément, ça dépend du point que vous avez choisi. Et si vous avez une combinaison de translation et de rotation, les deux peuvent apparaître. Donc l'énergie cinétique, vous avez deux composantes, celle qui est liée à la translation et celle qui est liée à la rotation. Donc si je fais mes calculs, alors je remplace, alors je me suis noté ce dont j'avais besoin, on va peut-être éviter 1/2 fois 2m, on va simplifier tout de suite, donc ça me fait m. La vitesse de G, c'était quoi? Je l'ai perdu, je l'ai ici. Donc la vitesse de G, elle est là. Donc c'est du L θ point L alpha point sinus θ 0 dans la base 2. Scalaire, la même chose. L θ point L alpha point sinus θ 0 dans la base 2 plus 1/2 de oméga 2 par rapport à 0. Je vais garder ici quelque part moins alpha point sinus θ, θ point alpha point
cos θ dans la base 2, scalaire. Le moment cinétique, je me le suis gardé quelque part aussi, 0, 2m a carré θ point, 2m a carré alpha point cos θ dans la base 2, lui aussi. Attention, ce ne sont pas des produits vectoriels, ce sont des produits scalaires. Donc petit rappel avant de l'attaquer, si je fais par exemple x scalaire x, c'est 1, 0, 0, scalaire 1, 0, 0, à savoir je fais ça fois ça, 1 fois 1, plus ça fois ça, 0 fois 0, plus ça fois ça, plus 0 fois 0, ce qui me donne 1. Le résultat d'un produit scalaire n'est pas un vecteur, c'est un scalaire. Et d'ailleurs, ça me paraît logique, puisque ici, l'énergie cinétique n'est pas un vecteur, c'est un scalaire. Si ça avait été un vecteur, j'aurais eu ici une flèche sur le dessus. Donc le résultat de vos calculs ici, si à la fin vous trouvez un vecteur, ben, c'est que vous n'avez pas compris l'énergie cinétique, ni votre outil. Donc là ici, il va falloir que je fasse ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, et pareil de l'autre côté. Donc ça va faire quelque chose d'assez long. Hein. Donc ça va nous donner m facteur de ça fois ça, donc ça nous fait du L carré θ point carré, plus ça fois ça, donc ça nous fait du L carré alpha point carré, et sinus carré θ aussi, ça disparaît, plus 1 demi de ça fois ça fait 0. Alors attention, là je vois tout de suite que j'ai du 2m carré ici en facteur. Je vais le sortir, 2m carré. Facteur, donc ça fois ça, 2m carré, j'ai déjà sorti, donc il me reste le θ point carré. 2m carré, j'ai déjà sorti, donc il me reste du alpha point plus alpha point carré cos carré θ, ici. Voici votre résultat. Donc pour finir, l'énergie cinétique, donc toujours de mon alter observé, attention par rapport au repère 1, ça veut dire quoi par rapport à ce que je viens de calculer juste au-dessus? C'est la même chose, sauf que au lieu de l'observer par rapport à 0, eh ben, je vais l'observer par rapport au repère 1. Ce qui veut dire que pardon, toutes les rotations qui vont dépendre de alpha vont disparaître, puisqu'effectivement, je n'ai plus la rotation entre le repère 0 et le repère 1 qui va disparaître. Donc si vous voulez, ça veut dire que je suis en train d'étudier le mouvement simplement de mon alter par rapport à ce repère fixe qui est ici. Oui, je le considère fixe. Mon solide 1 ici, ça va être mon repère d'observation. Donc là, la seule variable qui va pouvoir apparaître, c'est la variable qui va faire évoluer en fonction de θ. Donc dans les résultats que j'ai vus avant, ben, les paramètres alpha vont tous disparaître. Donc alors si je fais mon calcul, c'est exactement la même démarche, donc je vous l'ai déjà faite à l'avance. Donc c'est la même formule que je vois ici du co-moment. Donc sauf qu'au lieu d'observer par rapport à 0, je vais observer par rapport à 1. Donc c'est le 1,5 du moment cinétique, enfin du torseur cinématique, pardon, je vais y arriver. 1,5 du torseur cinématique de l'alter observé par rapport au repère 1, co-moment du torseur cinétique de l'alter observé par rapport au repère 1. Là j'ai choisi de le faire en G, comme avant ici. Si je l'écris, bah ici, comme j'étudie le mouvement de l'alter par rapport à 1, dans mon torseur cinématique, c'est la rotation de l'alter 2 observée par rapport au repère fixe 1. Donc entre 2 et 1. Et la vitesse ici, ça va être la vitesse du point G de l'alter et observée par rapport à 1. Et pareil pour ici, donc ça fait 2m la vitesse au centre de gravité de mon alter et observée par rapport à 1. Et le moment cinétique, bah, le moment cinétique, je l'écris en G. J'ai choisi le point en G. J'aurais pu aussi choisir le point A, qui est un point fixe. Parce que mon point A, il est là, c'est aussi un point fixe. De mon alter et observé par rapport à 1. Je n'ai pas écrit le 1 ici. Il manque un petit 1 ici. Voilà. Donc du coup, bah, qu'est-ce qu'il me manque comme information? Donc cette vitesse-là, je la connais. Cette vitesse-là, bah, je vais la calculer. La vitesse de G appartenant à H par rapport à 1. Avec Varignon, bah, je vais passer du point G ici au point A qui est là. La vitesse du point A appartenant à l'alter et observée par rapport à 1. Ici, je vais avoir une vitesse nulle. Donc cette vitesse-là va être nulle. Varignon, donc plus GA, vectoriel, la rotation entre 2 et 1. L'alter, c'est le solide 2. Et 1, c'est mon repère d'observation. Donc je vais avoir 0.
Le vecteur GA, bah, c'est négatif, c'est moins LZ2. Vectoriel, ma rotation, bah, j'ai que du θ point, et l'axe perpendiculaire, l'axe de la rotation, c'est Y2. Donc finalement, bah, je vais avoir du Z vectoriel Y, ça va faire du moins X, moins par moins, ça va me donner donc du plus, donc ça fait du Lθ point X2. Bah oui, c'est logique, puisqu'ici j'ai simplement un mouvement de rotation, le rayon c'est L, et je vais partir dans ce sens-là, qui est X2. Donc V égale oméga R, oméga c'est θ point, le rayon c'est L, et je pars en X2, Lθ point X2. Pour le moment cinétique ici, qui me manque, le moment cinétique, ben c'est comme je suis au centre de gravité de mon haltère, ça va être la matrice d'inertie au centre de gravité de mon haltère, scalaire, pardon, ben le vecteur rotation, pour le coup, attention, là ici, j'observe par rapport à 1, donc ce qui change par rapport au calcul précédent, c'est qu'au lieu de l'observer par rapport à 0, j'observe par rapport à 1. La rotation par rapport à 1, elle est directement dans la base 2, puisque c'est θ point Y2, donc là j'ai θ point ici, et là j'ai ma matrice de départ. Donc quand je fais le produit entre les deux, ça me donne directement ça. C'est le même calcul que j'avais, le même résultat que j'avais trouvé tout à l'heure, sauf que bah, j'avais cette partie-là qui arrivait ici en Z2, et cette partie-là dépendait du alpha point, l'autre rotation, la rotation qui faisait tourner mon mécanisme. Mais comme dans cette étude, j'observe par rapport à 1, bah, le mouvement entre 1 et 0, à savoir le alpha point, disparaît. Donc ça veut dire que ce terme-là, par rapport à tout à l'heure, a tout simplement disparu. Et donc voilà, donc si je calcule mon énergie cinétique après dans ma formule, donc ici si je fais le commandement entre les deux, ça va me donner 1/2 de la masse fois la vitesse, scalaire la vitesse, plus 1/2 de la vitesse de rotation, scalaire le moment cinétique. Donc ça c'est le commandement entre les deux. Si je remplace avec ce que je viens de calculer avant, donc 1/2 de 2m, ça me donne m. La vitesse de g observée par rapport au paire 1, bah c'est du Lθ point suivant x2. Pareil, Lθ point suivant x2. 1/2, la vitesse de rotation, bah je tourne autour de l'axe y2 en fonction de θ, donc θ point y2. Scalaire, 2m carré, θ point y2. Hyper simple. x2 vectoriel x2, ça fait 1. Je rappelle, hein, x scalaire x, dans le cas d'un produit scalaire, ça donne 1. Ici. Donc là, comme c'est le même vecteur, ça va donner 1. Ça, c'est le même vecteur, ça va donner 1. Ce qui fait que mon résultat, ça va être du ml carré, θ point carré, plus 1/2 fois 2 ici, ça va disparaître. Donc m a carré, θ point carré ici. Donc ce qui va nous donner du m θ point carré facteur de L carré plus A carré. Voici votre énergie cinétique. Voilà. Merci. Au revoir, à bientôt.